Bonjour à tous, bienvenue, directrice de la rédaction de batiactu.com, le quotidien numérique des professionnels de l'immobilier. Et de construction immobilier. Je suis ravie de vous accueillir pour cette table ronde consacrée à la commercialisation des bureaux sur Internet. Meilleures annonces, meilleures pratiques. Comme on le disait, l'importance d'Internet pour les chefs d'entreprise aujourd'hui dans la recherche de nouveaux locaux à la vente ou à la location n'est plus à démontrer. Et les stratégies marketing évoluent en ce sens. Quelles sont les meilleures pratiques? Comment être certain que son annonce soit la plus efficace possible? Quelle stratégie faut-il privilégier? Quelles sont les grandes tendances aujourd'hui et demain? Ce sont toutes ces questions que nous allons aborder lors de cette table ronde avec nos intervenants. Audrey Blanchard. Audrey Blanchard, vous êtes directrice de burauxlocaux.com, un portail d'annonces immobilières indépendant spécialisé, créé en 2008. Présentant 20 000 annonces de bureaux, centres d'affaires, locaux commerciaux, entrepôts et terrains à la vente et à la location en France. Lydie Tano, vous êtes responsable du marketing digital du réseau CBRE, Conseil en immobilier d'entreprise. Vous pilotez l'ensemble des activités web du réseau en France et nous allons nous intéresser aujourd'hui donc plus particulièrement à ceux concernant les transactions immobilières, bureaux, entrepôts et commerces. Guillaume Chaumienne, vous êtes responsable du marketing digital des activités agences chez JLL, Conseil en immobilier d'entreprise, et vous vous occupez notamment donc des sites d'annonces bureaux, entrepôts, locaux d'activité et commerce également. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, ça va, vous m'entendez bien, nos intervenants vont prendre le micro à la main et nous allons donc nous intéresser à cette commercialisation des bureaux sur Internet. Afin d'adapter sa stratégie, il faut s'intéresser aux usages et donc au profil des chefs d'entreprise. Chacun d'entre vous, en tant que portail spécialisé ou pour vos sites, vous vous êtes intéressé aux usages des personnes en recherche de bureaux et leurs évolutions. Qui cherche quoi? Quelles sont les principales évolutions que vous avez pu constater? Quelle place pour le web dans une stratégie globale? Est-ce que le B2B rejoint enfin le B2C? Voilà toutes les questions que j'ai envie d'aborder dans cette première partie de table ronde avec vous. Peut-être commencer par... Je suis embêtée parce que je vous tourne un peu le dos. Non, je ne peux pas tourner. Alors, je vais me mettre comme ça. Vous m'entendez toujours? Qui cherche quoi? Comment? Quelles évolutions vous avez pu constater? J'ai envie de commencer avec vous, Madame Blanchard, donc bureaux locaux. Peut-être quelques mots déjà sur bureaux locaux? Oui, merci. Donc burauxlocaux.com, ça a été créé en 2008. C'est un site portail d'annonces qui diffuse donc 20 000 annonces partout en France sur tous les types de biens d'immobilier d'entreprise. C'est aujourd'hui un petit peu plus de 100 000 visites par mois avec un support qui est disponible sur les sites, les immobiliers et sur une application. Et on a 350 agences donc, qui diffusent ces 20 000 annonces. Alors sur la question qui cherche quoi, on a réalisé en juin dernier un livre blanc en fait, qui donne des conseils pour optimiser la diffusion de ces annonces et qui en fait se base sur l'expérience que l'on a et le comportement des internautes sur Internet et sur bureaux locaux en particulier. Le profil, donc, c'est 70% de dirigeants de PME, c'est-à-dire des entreprises qui sont de moins de 50 salariés, plutôt dans les grandes métropoles avec une importance particulière pour Paris et sa région, puisque c'est 50% du trafic et des recherches. Ce sont des recherches qui s'effectuent aussi bien à la location qu'à l'achat. C'est 40% de recherches qui sont concentrées sur l'achat. C'est assez surprenant parce qu'on peut penser qu'un portail d'annonces ou que le web en général est plutôt destiné à la location. C'est pas vrai. En tout cas, les recherches sont très importantes sur la partie achat de bureaux. Et puis en termes de surface, c'est 80% de moins de 1000 m² dans les recherches qui sont effectuées. Monsieur Chaumienne, je crois que vous avez, vous aussi, vous avez quelques statistiques sur les profils. Peut-être déjà commencer par nous présenter un petit peu aussi JLL et puis donc parler de ce profil des utilisateurs. Oui, merci. Alors JLL, c'est un cabinet de conseil en immobilier d'entreprise américain. En France, c'est 150 brokers partout en France pour du bureau, commerce, activités logistiques. Et ils commercialisent leurs biens par l'aide des supports digitaux, notamment notre site internet, nos applications mobiles, responsive, iOS, Android. J'abonde complètement dans le sens de Audrey, c'est majoritairement dans les grandes métropoles pour du bureau,
Nous, on constatait la part du locatif est plus important que de la vente utilisateur. Pour autant, c'est quasiment des proportions semblables. Sur les évolutions par rapport à ces types d'actifs, par contre, ces cibles, ce qu'elles vont plus chercher, c'est de l'adresse exacte. C'est quelque chose qu'on voit clairement changer ces derniers temps par rapport à il y a quelques années, et même pas si longtemps que ça en fait. Les mandants ont bien compris que c'était dans leur intérêt de nous donner un maximum d'informations et donc de le livrer aux internautes pour que nous, derrière, on puisse les commercialiser au mieux, leurs biens. Donc ça passe par des techniques marketing poussées, de géolocalisation, entre autres. On en parlera notamment dans notre deuxième partie, beaucoup sur comment bien rédiger un annonce et qu'est-ce qu'il y a d'important dedans. Donc cette évolution des recherches, la façon dont ils recherchent, est-ce que ça a changé un petit peu ou pas du tout ? Donc ils vont rechercher toujours par le support digital Internet principalement, ouais. Mais c'est plus au niveau des contenus qui sont consultés que l'évolution elle se fait sentir. D'accord. Voilà. Madame Tano, vous qui êtes présente sur le web depuis de plusieurs années, vous avez vu notamment ces évolutions. Est-ce que ça veut dire que maintenant les chefs d'entreprise ne recherchent que sur le web ? Est-ce qu'il faut continuer à faire de la communication traditionnelle pour la commercialisation de ces bureaux ? Présentez-nous peut-être, excusez-moi, j'ai fait présenter à tout le monde, je le fais aussi à vous, peut-être quelques mots sur CBRE. Ok, merci. En effet, CBRE, numéro 1 mondial du conseiller en immobilier d'entreprise, une société américaine. On a 3 sites internet dédiés à nos 3 types de biens, un pour les bureaux, un pour les entrepôts, un pour les commerces. On a signé en 2014 1500 transactions en France, dont un tiers en Île-de-France. Donc pour répondre à votre question, en effet, la part du web explose aujourd'hui dans les chiffres. Par contre, elle n'a pas atteint son paroxysme et on ne peut pas délaisser pour autant les outils traditionnels qui sont notamment juste après le web. Aujourd'hui, le panneau qui reste un vieil outil de l'immobilier mais qui reste toujours très pertinent. Donc nous, on fait des statistiques sur les origines de nos leads et des transactions et donc le web est en premier, le panneau juste derrière. Et d'ailleurs, à ce titre, on note de plus en plus dans le résidentiel des panneaux vendus par, transactions réalisées par. Donc c'est des choses qu'on fait très peu encore dans le B2B, mais voilà, qui n'ont pas vocation du tout à disparaître, au contraire. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous continuez à observer. Et finalement... le cross-canal, on en parle beaucoup, ça va se développer de plus en plus. Les sites web sont indiqués sur les panneaux, il n'y a pas de raison que les panneaux ne deviennent pas communicants. Nous, dans le passé, on a tous un peu testé les QR codes sans succès. Il n'y a pas d'adhésion aujourd'hui. Mais demain, on va sûrement trouver des systèmes de, notifications par SMS ou autres qui permettront de rendre ces outils compatibles, en fait. Quand on parle d'Internet en termes d'immobilier d'entreprise, c'est vrai qu'on pense particulièrement au site d'annonce, mais est-ce qu'en tant qu'agence, on a intérêt à avoir son propre site d'annonce ? Madame Blanchard, peut-être ? Je pense que c'est plutôt en tant qu'agent qui peuvent... je pense que c'est indispensable aujourd'hui d'avoir son site d'annonce, tout simplement pour déjà parler de sa marque, pouvoir rassurer les clients sur la qualité de ses données et sur les services additionnels qu'on propose. Au-delà de ça, nous, dans une logique mondiale, celle de CBRE France, on pourrait imaginer qu'un jour, on ait un seul site mondial sur lequel on pourrait chercher des bureaux à la fois à Paris, à New York et à Hong Kong. Donc, dans ce cas-là, on a besoin d'être nous-mêmes acteurs sur le web. Je pense d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis des portails aussi, c'est pas neutre. Donc oui, aujourd'hui, avoir un site, ça reste indispensable, même si c'est beaucoup de travail et des coûts importants. Dans la logique cross-canal, je pense que dans les évolutions et en tout cas les moyens de recherche, aujourd'hui, le dirigeant est mobile, comme les pratiques évoluent. Et aujourd'hui, la mobilité, en tout cas sur bureaux locaux, c'est 30% des consultations qui sont faites sur mobile. C'est très important et c'est en constante évolution. Donc, comme je dirais le particulier qui va rechercher son bien pour lui, il a un peu les mêmes usages en fait quand il se transforme en chef d'entreprise et qu'il va rechercher ses bureaux, et donc il utilise aussi son mobile pour ses recherches.
On le voit notamment le week-end, le soir. Le chef d'entreprise, il est concentré, son cœur de métier, c'est pas l'immobilier, donc il va se concentrer sur son cœur de métier pendant la journée, et puis peut-être à des moments annexes pendant les déplacements, le soir, le week-end, comme je le disais, et du coup utiliser le support mobile à ces moments-là. Et donc là, il y a, je pense, un vrai changement aussi dans les usages et dans les outils. Parce qu'on va passer de l'ordinateur à la tablette, à la version mobile, à l'application. Voilà, donc il y a de nouveaux usages aussi. Vous avez des applications, je crois que Bureaux Locaux a une application, vous également. Et quels sont les principaux outils que vous mettez sur ces applications? Qu'est-ce qui est le plus demandé? Clairement, c'est la géolocalisation qui va intéresser sur une application mobile. Si j'ouvre mon application, c'est pour voir les bureaux, les offres à proximité de là où je me trouve actuellement. Après, ça va être des services transverses qu'on va retrouver sur le site internet, de recherche, cartographique, avancée, refiner, pouvoir préciser sa recherche sur des critères multiples et variés. L'intérêt effectivement pour les applications aussi, c'est va pouvoir pousser des notifications en push et en mobilité particulièrement. Mettre en avant, faire ressortir une offre quand le prospect potentiel passe à côté, à proximité. Pour autant, les applications, alors nous, on constaté, pèsent pas très lourd ni en volume ni en lead. Vraiment en mobilité, ce qui va principalement être primordial, c'est la version mobile d'un site internet, la version responsive. Vous parliez de responsive, en fait, qui est finalement donc le même site, mais qui se transforme en version mobile. Voilà, il faut expliquer quand même ce que c'est que le responsive. Exactement, oui. Adapté aux écrans des smartphones qui sont moindres, forcément. Donc là, vous êtes plus sur le responsive, mais pas en termes d'application pure. Est-ce qu'il y a des applications pures? Je crois que vous avez une application, pure application en plus d'un site responsive. Oui, on a les deux, effectivement, avec une concentration en fait, de l'application sur l'annonce, là où on peut avoir d'autres informations sur le site, que ce soit notamment des informations de prix de marché ou d'informations juridiques. Sur l'application de Bureaux Locaux, elle est centrée uniquement sur les annonces, avec effectivement une logique de recherche par carte qui est poussée, parce que c'est l'usage mobile qui aussi l'incite. Ouais. Madame Tano. Nous, on a 25% de notre trafic qui est issu du mobile, donc smartphone et tablette. Et en 2011, on avait lancé une application iPhone, en fait, avec de la réalité augmentée, et qui n'a jamais trouvé son public. Donc pour l'instant, on est plutôt sur des versions responsives des sites, pour des raisons de coût et surtout aussi d'efficacité. Parce qu'en fait, une application iPhone, aujourd'hui, il faut la télécharger sur l'App Store, et il n'y a pas trop le moteur de recherche, il faut faire de la pub, etc. C'est un peu, l'adhésion est un peu difficile. D'accord. Bon, on sent bien quand même donc, qu'il y a cette évolution, cette grande évolution vers la mobilité, donc une prise en compte qu'il faut avoir aujourd'hui. Mais après, c'est vrai que Internet, ça pose quand même encore des questions. On parle de plus, de moins. Et puis surtout, aller sur Internet, il faut avoir confiance un peu. Comment on peut savoir quel est le bon endroit pour mettre ses annonces ou bien faire ses annonces? Monsieur Chaumienne? Le bon endroit pour mettre ses annonces, c'est sur mon site. J'ai envie de dire mais ça, vous allez tous le dire, ça, j'en suis persuadée. C'est l'occasion de le dire. Non, mais le critère de confiance, susciter la confiance, c'est primordial. Effectivement, c'est une clé pour pouvoir générer du lead et des honoraires potentiels derrière. Clairement, un chef d'entreprise, il ne peut pas se permettre de perdre son temps à être sursollicité par 4-5 brokers qui le harcèlent jour et nuit par téléphone. Donc il y a plusieurs petites astuces techniques, mais il faut lui expliciter clairement que ces données personnelles, on en fera un bon usage, elles seront pas revendues à des tiers, que par des qualités de contenu, le bien, on le connaît par cœur et on sera capable de répondre à son besoin, clairement. On personnalifie la relation avec le broker aussi. On a un visuel, on a un nom et une ligne directe qui est affichée sur notre site. Donc on sait exactement que c'est Monsieur Albert Dupont qu'on va avoir en ligne derrière. Et c'est sa vraie photo, c'est pas une photo d'un Américain que personne ne connaît, que tout le monde connaît. C'est sa vraie photo. Des fois, on les retouche un peu, on essaye de les présenter sur leur meilleur jour, mais c'est bien eux qu'on retrouve. Vous vouliez peut-être ajouter sur la question de la confiance
Non, pas très bien. Mais c'est vrai que ce dont on se rend compte maintenant aujourd'hui, c'est que aller sur Internet aussi, maintenant, on a un maximum d'informations. Donc ça, c'est un des plus, c'est que finalement, on peut avoir une performance à la virgule près, savoir comment notre annonce a fonctionné. Madame Blanchard. Je pense que ce qui a évolué, en fait, c'est que le comportement du décideur aujourd'hui, c'est de se dire je veux avoir accès à l'information et me faire ma propre idée. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils vont sur des portails, qu'ils en consultent plusieurs, pour justement se faire leur propre avis avant, effectivement, d'aller entre les mains d'agents, de conseils. Internet, c'est aussi un formidable outil pour mesurer les retombées. Donc, du côté agence, c'est effectivement une traçabilité en fait de l'action marketing forte. Vous vouliez, Monsieur Chaumier? Ouais, peut-être plus que la traçabilité des actions marketing, c'est tout le parcours client aussi qu'on arrive à tracer, et ça nous donne des données, des insights qui sont vraiment très intéressantes pour d'ailleurs après aller optimiser ces actions marketing. C'est un nombre de fou de données qui peuvent être collectées et utilisées à bon escient derrière. Peut-être des fois trop de données même. Mais justement, est-ce qu'il y a trop de données? Donc, trop de données, tu l'as donné. Comment on s'en sort en fait? On peut se faire accompagner par des agences dont c'est la spécialité. On peut se fixer prioritairement des indicateurs clés qu'on va suivre. C'est pas qu'on peut d'ailleurs, c'est qu'on doit se fixer des indicateurs clés qu'on souhaite suivre. Et après, essayer d'extrapoler pour en découvrir des nouvelles pistes d'optimisation, que ce soit technique sur le site, que ce soit pour une action marketing, que ce soit des points de blocage pour l'internaute, des freins à la conversion. Mais ça pourrait être sans fin. On pourrait passer la journée à analyser les données du site internet. Avoir une stratégie web aujourd'hui, ça a un coût. Donc c'est ce qu'on voit aussi parce qu'il y a énormément d'outils à mettre en place, ne serait-ce que son site, etc. Est-ce que ça coûte cher, Madame Tano? En effet, c'est un coût qui n'est pas neutre. Donc avoir un site internet, c'est finalement une coquille qu'on va remplir avec des annonces. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une grande importance à donner au contrôle qualité de vos annonces. Donc on va y revenir tout à l'heure sur comment on remplit ces annonces avec des visuels. Donc pareil, qui va faire ces photos, comment vont être retouchées, comment va être rédigée la description de l'annonce, etc. Donc ça a un coût important. Et puis ensuite, c'est la visibilité, le trafic qu'on va générer sur ce site. Et là, forcément, il y a plusieurs leviers. Donc en numéro 1, si je puis dire, les AdWords. Quand on sait que l'expression, le mot-clé location, bureau, Paris, en première position sur Google est à 16 €, voilà, on voit bien que c'est un budget qui ne va pas être neutre si on veut choper toutes les recherches des internautes. Ensuite, mais vous pensez que c'est vraiment un des premiers leviers à... On ne peut pas trop les ordonner en fait, parce que ça va dépendre de la durée de vie de votre site, ça va dépendre de la concurrence sur un secteur géographique. Donc en tout cas, c'est un des leviers que je pense quasiment tous les acteurs utilisent, donc on ne peut pas l'ignorer. Ensuite, il y a donc ce référencement, les optimisations techniques qui varient au gré des optimisations de Google qui sortent toutes les 3 mois. Donc pareil, il faut se mettre au goût du jour, il faut être accompagné, il faut créer des landing pages, etc. Et autre levier, l'éditorial. Donc je pense que quasiment aussi tous les agents et portails ont associé à leur site un blog qu'il faut venir nourrir avec des articles pertinents, géolocalisés, des contenus locaux. Et puis après, il reste tout ce qui est push mail, etc. Pour encore animer ce trafic. Donc au final, quand on additionne tous ces leviers, en effet, le coût peut être assez important. Mais c'est un coût qui vaut le coup. Voilà, le retour sur investissement est en général calculable en tout cas. Donc on a bien compris, avoir une stratégie sur le web, c'est aussi donc générer le maximum de leads. Mais donc pour générer ce maximum de leads, il faut que son annonce, elle fasse mouche. Et donc il faut qu'elle soit bien renseignée, le plus renseignée possible. Quels conseils, comment optimiser ces annonces et la qualification de ces leads? Comment est-ce que... Déjà, on va peut-être enfoncer des portes ouvertes, hein, ça j'ai bien compris, c'est évident, mais il faut une photo au minimum, Madame Blanchard.
au minimum. Je pense que plus l'annonce est renseignée, plus le lead est qualifié, plus la diffusion d'annonce est efficace. Donc les agents conseils ont tout intérêt à renseigner au mieux, au plus une annonce pour derrière générer un lead qui soit pas touristique et donc que le lead soit très efficace et derrière transformé. Voilà. Monsieur Chomel, je crois que vous aviez justement des statistiques là-dessus peut-être Oui, pour revenir sur les coûts peut-être de gérer son site en propre, il y a la partie donc, marketing qui est bien entendu prioritaire et qui prend une bonne partie du budget de l'agence. Il va y avoir des coûts de maintenance aussi, technique, éditoriale, et des coûts de gestion des leads. Parce qu'une fois qu'on a reçu un formulaire ou un coup de fil, on n'a pas encore gagné de l'argent et il y a encore toute une partie derrière qui est assez importante, chronophage et coûteuse. Comment ça fonctionne, ça, la gestion Par un broker spécialisé. On a plusieurs phases. En fait, on fait en sorte de ne lui envoyer que des demandes qualifiées au maximum. Ce qu'on cherche, c'est éviter de lui faire perdre du temps. Donc, de ne lui envoyer que des demandes qu'il va pouvoir suivre derrière, qui correspondent au type d'actif que l'internaute a consulté. Donc ça, c'est la première étape. La seconde, c'est de réconcilier le monde virtuel et réel, donc via un système d'identifiant, mais pouvoir tracer la demande depuis le site, l'application, jusqu'aux visites et aux honoraires. Et enfin, donc, c'est le suivi de la demande par un broker 2.0, on appelle ça chez nous, quelqu'un qui est un peu plus au même des nouvelles technologies, qui va prendre grand soin à la réactivité. Sur le média internet, c'est encore plus crucial que sur des supports traditionnels. On sait que si l'internaute n'est pas rappelé sous les 24 heures, de toute façon, sa demande, il l'aura soumise sur d'autres sites de conseil, d'autres agences, et c'est fichu. Mais qui va également être capable de la pousser, de mettre en place des actions de suivi un peu plus avancées. La finalité étant de clore cette demande et d'en dégager un bénéfice. Ouais, donc ce qu'on disait, qualifier son lead, c'est ce qu'il y a de plus important, mais pour commencer dès le départ, il faut bien remplir son annonce. Donc on parle de la place du visuel, mais on parle aussi de tout le reste. Oui, alors moi je dirais il y a plusieurs points. D'abord le premier, c'est que faut savoir que le premier critère de recherche derrière, le premier critère de sélection derrière le prix, c'est la localisation du bien. Et qu'effectivement, c'est pas juste un code postal, mais la localisation joue un rôle très important pour le chef d'entreprise. C'est donc aussi des données sur la desserte, sur l'environnement autour du bien, sur toute cette logique de desserte. C'est important aussi parce que la recherche sur mobile, c'est aussi, elle passe par une recherche cartographique, ou en tout cas, elle peut être poussée par la recherche cartographique. Et quand on va regarder ce qui se trouve autour de nous sur une carte, si le bien n'est pas bien positionné, on passe à côté. Donc effectivement, ça c'est un point très important. Le deuxième point, c'est le visuel. Il faut savoir qu'une annonce qui ne comporte pas de photos sur bureaux locaux, elle a 60% de chances de ne pas être consultée. Donc c'est dommage de payer cher une diffusion d'annonces pour... Mais non, pas cher. Si on commence à multiplier les sites, il y a une stratégie qui fait que pour être sur plusieurs sites et à un moment donné, on multiplie. Mais je pense que c'est vrai sur bureaux locaux, c'est vrai sur probablement d'autres portails. Et s'il n'y a pas de visuel, l'internaute ne va pas aller consulter l'annonce. Alors peut-être après on parlera de photo ou vidéo, mais en tout cas la photo c'est primordial sur qu'elle soit d'extérieur, d'intérieur, de plan, que l'internaute puisse se projeter un petit peu sur le bien qui l'intéresse. Et puis le descriptif est important. Il y a encore quelques années, les agences pensaient qu'en ne mettant pas le prix, ça allait générer plus d'appels. C'est pas vrai, en fait, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que plus l'annonce va comporter d'éléments structurants, le prix c'est fondamental, ça va générer effectivement des contacts qui sont bien qualifiés. Donc les éléments importants, c'est le prix, ce sont les honoraires, la surface c'est évident. Les dates de disponibilité, les contacts directs.
Et puis c'est aussi un descriptif qui est différenciant. Différenciant, c'est pas uniquement de la donnée, c'est pas uniquement factuel, mais c'est un descriptif qui donne envie d'aller contacter l'agence parce qu'on se projette déjà dans le descriptif de l'annonce dans un bien qui nous intéresse. Madame Tanou. Pour revenir sur la photo, donc, nous on a mis en place un contrôle qualité de toutes nos annonces qui sont validées humainement chaque jour hein, pour essayer justement d'avoir des annonces mieux remplies. Donc une annonce sans photo n'est pas permise à la publication tout simplement. Mais une annonce avec une moche photo, elle n'est pas permise non plus. Non plus, voilà. Donc à refaire, à revoir. Néanmoins, sur nos 9000 annonces, on a seulement un visuel pour 60% de nos annonces. Donc c'est encore très faible. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir un visuel, souvent le visuel de façade, donc qui est correct. Mais c'est pas suffisant puisqu'on a fait un focus group à Londres, notamment avec un panel de PME. Et ils nous disaient que ces entrepreneurs, qu'ils étaient beaucoup plus intéressés par des photos d'intérieur pour pouvoir se projeter dans l'environnement que par cette photo de façade. Parce que bon, la façade, ça donne une idée de l'immeuble, s'il est identitaire ou non, s'il est bien placé, en bon état. Mais l'intérieur de l'aménagement, savoir s'il y a des piliers, si c'est lumineux, si c'est en bon état, s'il y a une cuisine, un espace de convivialité, etc., ça prend de plus en plus d'importance. Donc on essaye de travailler avec des photographes, d'avoir des contrats externes pour pouvoir shooter l'intégralité de notre base de données avec une bonne qualité et un vrai reportage photo sur chaque immeuble. Donc ça, c'est pour les parties des visuels. Sur la géolocalisation, on est encore très loin. Les mentalités sont en marge de changer, mais franchement, pareil, sur mes 9000 annonces, j'en ai seulement 20% qui sont avec l'adresse précise. Donc, notamment parce que sur le segment de produits, activité logistique, c'est jamais le cas, il n'y a jamais d'adresse précise. Et en région, ils sont très réfractaires aussi. Donc c'est vrai que sur les bureaux en Ile-de-France, j'ai atteint 60% de l'offre avec l'adresse précise, mais pas du tout sur le reste des régions. Donc là-dessus, on a beaucoup de progrès à faire parce que je rejoins Madame Blanchard. C'est sûr que le service à l'internaute qu'on peut mettre en place avec l'adresse précise est formidable. On peut parler Street View, on peut parler de points d'intérêt. Enfin voilà, ça peut aller très loin. Est-ce qu'on peut jouer calcul de temps de sur transport, la description, voilà, dans la description de l'annonce, jouer sur, voilà, c'est un plateau libre. Vous disiez que finalement, ils recherchaient quand même beaucoup d'éléments sur l'intérieur du bureau. Oui, bien sûr, donc mais on peut jouer un visuel, il y a de sur l'émotion qui passe. Dans le texte, déjà, il faut passer du temps à le lire, et puis ce sera jamais aussi flagrant. Oui, bien Voilà. sûr. Mais est-ce que c'est un intérêt quand même dans son annonce de préciser plateau? Bien sûr. Voilà, Enfin, je pense que l'accroche a beaucoup d'importance, parce que c'est là qu'on peut faire passer quelque chose d'émotionnel. Après, vraiment un descriptif des prestations, aménagement assez factuel, par contre, est aussi intéressant. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Oui, peut-être juste compléter sur le SEO, fondamentalement. Le SEO, c'est tout ce qui va permettre, je ne sais pas si vous êtes l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc le ouais. contenu, on l'écrit d'abord prioritairement pour l'internaute, bien sûr, mais un petit peu pour Google aussi, il ne faut pas se leurrer. On cherche à générer un lead. Donc pour générer un lead sur cette offre, il faut que cette offre elle soit visible dans les moteurs de recherche. Lydie parlait de AdWords tout à l'heure, la part du search au global, donc naturel payant, chez JLL c'est plus de 60%, quasiment égalité entre naturel payant. Sachant qu'on cherche à faire plus du long terme, donc à avoir des positions naturelles. Les descriptifs sont fondamentaux et sont travaillés aussi dans ce sens-là. Mais alors, vous, chez JLL, vous avez sur le côté visuel, quand même vous allez pas mal sur la vidéo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui. Le média vidéo, c'est de plus en plus consommé, surtout en mobilité, sur des smartphones, tablettes. On considère à l'heure actuelle que YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus important. J'avais regardé les chiffres Médiamétrie avant de venir, je crois que c'est 27 millions de personnes qui consultent au moins 10 vidéos par mois, chaque mois, en France, c'est les chiffres français. Sur la part mondiale, YouTube, c'est 1,4 milliard, quelque chose comme ça, de vidéos consommées chaque mois. Donc c'est monstrueux, c'est juste derrière Google et devant sur le marché français, Bing, Yahoo. Ça a aussi un intérêt SEO encore, donc j'abonde dans ce sens-là. Pour peu que vous ayez une vidéo, vous allez la promouvoir sur une chaîne YouTube, vous allez la promouvoir sur une chaîne Dailymotion, peut-être Vimeo si elles sont de qualité un peu artistique. Toujours est-il que c'est autant de résultats potentiels que vous allez pouvoir truster dans les résultats de recherche, et c'est un concurrent, un confrère qui sera relégué en deuxième page.
Donc ça, c'est le premier intérêt de la vidéo. Alors, premier intérêt à égalité avec l'intérêt pour l'internaute de lead generation. Toujours, enfin vraiment, la finalité, c'est de récupérer une demande. Et cette vidéo, donc à chaque fois que vous le faites pour chaque annonce, donc comment ça se passe Non, alors pas pour chaque annonce. On va se concentrer sur des petites et moyennes surfaces, prioritairement. Ah, on aurait pensé que ce serait plutôt sur des grands et beaux... Alors sur les très gros programmes, très belles offres, on va aller produire du contenu un peu plus qualitatif, un peu plus original. Donc là, on va plus se tourner vers de la modélisation 3D, de la visite virtuelle, ce qui n'empêche pas d'avoir une vidéo. D'ailleurs, il y a une vidéo, mais on va plus loin sur ces programmes. C'est une vidéo pour les petites surfaces, du coup, c'est une vraie vidéo. Il y a une personne qui va faire un reportage là-bas. Oui, tout à fait. Ce sont des photos animées, Non, alors oui, effectivement, c'est quelque chose qui existe. Les vidéos, enfin j'allais dire fausses vidéos, pardon, les vidéos sur base de photos, ça peut présenter le côté déceptif pour l'internaute de se rendre compte que finalement c'est pas vraiment une vidéo, puis il y a des effets de zoom entrant-sortant qui sont bons, voilà ce qu'ils sont. Donc non, oui, ce qu'on groupe, c'est un reportage photo avec la production de la vidéo. Donc à chaque fois qu'on va faire une vidéo, on va en récupérer, on va en tirer des photos de qualité. Donc sur nos 6000 offres, on a 10% d'offres avec vidéo, principalement en région parisienne, PMS. Et puis ça a l'intérêt aussi, alors il ne faut pas se le cacher, pour le mandant. Mine de rien, on va lui proposer de faire une vidéo sur son offre s'il nous confie un mandat fermé. Voilà, donc ça rentre dans le plan de communication globale. Madame Tano, est-ce que vous avez... non, vous n'êtes pas trop sur la vidéo. Je crois que vous avez des expériences. On l'a fait dans le passé. C'est vrai qu'on le faisait en masse, avec une qualité qui n'était pas toujours suffisante. Par contre, on le réserve aujourd'hui à nos projets emblématiques, donc des tours ou des messageries, par exemple. Donc là, ça a vraiment du sens, avec aussi des choses filmées par des drones, des choses comme ça, des cartes recréées au sein de la vidéo. Et sinon, pour préciser, moi je crois beaucoup en la vidéo pour certaines offres, en effet, et dans l'idée d'un parcours de visite au sein de l'immeuble, contrairement à tout ce qui est visite en 3D, où on laisse l'internaute lui-même naviguer, il se retrouve planté au plafond, enfin bon, il ne sait plus où il est. Donc la vidéo, ça a vraiment un intérêt, voilà, de ce chemin, de ce parcours de visite dans lequel on va l'amener, de côté immersif, en fait, quand c'est bien fait. Madame Blanchard, quel est votre avis sur la vidéo ? On en a peu. Aujourd'hui, c'est bien de voir qu'il y a deux agents qui ont aussi deux stratégies différentes. Nous, on a, sur les 350 agences, il y en a une poignée qui aujourd'hui ont de la vidéo sur leurs annonces. C'est difficile de vous dire si les annonces sont plus efficaces parce qu'il y a la vidéo. Voilà, on sait qu'elles sont massivement l'annonce est massivement plus efficace s'il y a la photo. Maintenant, le gap avec la vidéo n'est pas encore très important. Et donc là, on a commencé à parler. C'est vrai que tous ces outils-là, c'est des choses qu'on voit plus, énormément dans le... Ne vous inquiétez pas, on est sous une tente, a priori, on ne va pas voir la pluie. Dans le B2C. Et du coup, est-ce que on nous vend aussi beaucoup sur les visites virtuelles, les visites 3D. Est-ce que vous en parliez ? Est-ce que c'est des choses que vous pensez sur lesquelles vous allez encore plus aller ou vous y êtes déjà un petit peu, Monsieur Chaumienne, mais vous croyez que ça va encore plus se développer ? Le frein majoritairement à l'heure actuelle, c'est le coût de production d'une visite virtuelle ou d'une modélisation 3D. C'est quelque chose qui est déjà bien en place dans le B2C pour le résidentiel. Ça va venir fatalement un jour dans le B2B. Pour l'instant, autant comme ce qu'Audrey disait, on estime bien l'intérêt d'une photo en termes de lead et de trafic, d'une vidéo un peu moins déjà, d'une visite virtuelle pas du tout. Donc pas dans l'immédiat. Donc on l'a bien compris, la première grande chose à faire, c'est bien renseigner son annonce et avoir des visuels le plus possible, mais surtout des visuels de qualité, si je résume bien tout cela. Aujourd'hui, le web, c'est également de nouveaux outils. Enfin, on a parlé de la place du mobile. Maintenant, on parle énormément des réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, avoir une stratégie sur les réseaux sociaux pour une agence, pour transmettre, commercialiser ses biens, ça vaut le coup ou pas ? Madame Tano ?
En fait, moi j'ai une expérience à New York. Ils ont des comptes Twitter automatisés qui relaient à chaque fois qu'il y a une nouvelle annonce qui est publiée. Donc ça, je pense que voilà, typiquement, c'est pas un bon exemple à suivre. Il n'y a pas très peu de followers sur ce type de compte. C'est automatisé complètement. Les réseaux sociaux, ça passe d'abord par une approche humaine. Donc je pense que ça peut fonctionner si c'est incarné par un broker notamment qui est expert sur un marché local. Donc ça, on voit beaucoup ça aux États-Unis. Donc ça fonctionne. Nous, chez CBRE France, pour l'instant, on a plutôt une politique, comme je crois JLL et bureaux locaux, de stratégie de marque sur ces réseaux. Donc Twitter et LinkedIn en priorité, puisque c'est les réseaux B2B. Par contre, il faut avoir l'adhésion de ses collaborateurs pour justement qu'ils incarnent cette prise de parole. Et c'est là où il y a encore du chemin à faire. Et dernier point, par contre, il y a, je pense, un intérêt à avoir une écoute de ces réseaux et d'essayer de capter des recherches, des gens qui parfois postent sur Twitter, qui vont être amenés à déménager, qui vont chercher des bureaux, et idem sur LinkedIn. Et vous avez des outils pour cette écoute ? C'est le rôle du community manager de faire ça via des outils. D'accord. Ouais. Monsieur Chaumet, vous vouliez rajouter ? Oui, clairement. Sur la veille, c'est très très important. Autant on arrive peu à dégager de leads en tweetant, en postant sur Facebook, autant en les écoutant, ces réseaux, on a pu détecter quelques beaux projets et du coup rentabiliser les actions qu'on avait pu mener sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez épisodique. Mais on a eu notamment une belle entreprise qui a manifesté son souhait de recherche d'un data center dans le nord de la France. On lui a répondu et on a pu récupérer la demande comme ça directement. Voilà. C'est pas tous les jours, mais ça arrive. Nous, effectivement, on est effectivement plus sur une approche notoriété, d'information, de communication, pas que sur les annonces, mais autour de la problématique de recherche de locaux. Et d'information marché. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui apportent le trafic et l'efficacité du bureau locaux sur les annonces. Et donc maintenant, on arrive sur ces nouveaux outils aussi. Donc on parle énormément de big data, de fonctionnement de se servir de toutes ces données qu'on a sur Internet pour pouvoir aller optimiser en fait la qualification de nos leads et puis optimiser, d'avoir de plus le lead possible. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces nouveaux outils et comment ça se développe ? Alors peut-être Madame Blanchard pour commencer et puis... Oui, alors... effectivement, la donnée est importante sur bureaux locaux. Donc on existe depuis 2008, donc on commence à avoir cette année d'historique de leads qui reviennent parce que le bail est 369, donc il y a un moment donné on le revoit revenir quelques années après. Effectivement, il faut aussi se dire que dans ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais l'internaute il est aussi pressé. En fait, il se donne assez peu de temps pour rechercher, voire trouver ses bureaux. Donc on a un laps de temps qui est souvent... On sait à peu près combien de... C'est majoritairement moins de 3 mois où il va être en recherche active. Très grande surface. Alors après, ça dépend, j'imagine. La durée peut être fonction évidemment de la surface et du type de bien aussi, s'il recherche un mouton à 5 pattes ou pas. Mais effectivement, on peut dire qu'en moyenne, ça va être une recherche... active sur une durée de moins de 3 mois. Donc sur cette durée-là, il faut qu'on arrive à lui proposer un maximum d'annonces qui sont susceptibles de l'intéresser. Donc effectivement, on va enregistrer ses demandes, la manière dont il recherche sur bureaux locaux, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'on peut lui pousser, et lui proposer d'autres, parce qu'on sait que ça a un sens par rapport à sa recherche. Voilà, donc cette donnée-là, elle est importante et je dirais que c'est des outils qu'on propose et qui vont être complémentaires à une visibilité classique d'annonces sur Internet, mais avec une logique de retargeting, ce qu'on peut voir en fait sur les alors canaux. Peut-être, on va rentrer dans un lexique des mots du web et du marketing. Donc on parle de retargeting. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? On va attendre que le gros camion passe. Pareil. Le principe, c'est effectivement de suivre un internaute dans ses supports, c'est-à-dire qu'il va consulter une annonce sur bureaux locaux, puis il va aller la retrouver quand il va aller consulter
le site des Échos ou l'équipe le soir, il va retrouver effectivement les annonces qu'il aura consultées. Voilà, mais c'est aussi une logique de base de données, d'enregistrement, et donc là, on va lui pousser des offres en direct sur de l'email, voilà, plus classiquement. D'accord. Monsieur Chomine ? Ouais, ça permet surtout de retoucher les 98% de visiteurs qui n'ont pas converti sur votre site parce que c'était pas le bon moment, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur bonne annonce. On peut les retoucher sur l'équipe sur des supports distincts en display. On peut les retoucher en search par des liens sponsorisés en augmentant l'enchère pour quelqu'un qu'on sait qui est venu sur votre site. Excusez-moi, vous avez j'ai pas. C'est l'optimiser en search. Voilà, sur la partie recherche, pardon. Payer plus cher pour afficher son lien sponsorisé quand on sait que cette personne a consulté il y a moins de X heures ou X jours votre site internet. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le RTB ? Non, c'est pas grave. Non, ça va être encore différent. On a besoin de ce lexique. Le RTB, c'est pour le temps réel. Ce sont les enchères temps réel, donc c'est de l'achat d'espaces publicitaires qui sont faits par des machines et pas un humain. Ça peut être directement votre agence ou vous-même qui va aller choisir dans AdWords quel emplacement, sur quel site il souhaite être diffusé. Mais c'est un ad exchange, alors encore un gros mot, désolé. C'est un inventaire publicitaire qui est mis à disposition des annonceurs et sur lequel on définit des enchères maximum et des objectifs de trafic et de lead. Madame Tano, est-ce que vous voulez rajouter peut-être ? Maintenant que le camion s'en va. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses technologiques à mettre en place. Nous, on enregistre à peu près pour un formulaire 4 appels entrants. Donc il y a tout un challenge pour tracer ces appels, puisqu'aujourd'hui, comme on le disait, il y a un contact personnalisé direct avec la ligne directe du broker. Donc il y a des solutions qui existent maintenant sur le marché pour tracer justement ces appels. Mais donc ça reste à vraiment mettre en place, tester sur... nous, on a 300 commerciaux répartis en France, donc c'est pareil sur des volumes importants, avec des contacts qui peuvent être amenés à changer. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à optimiser là-dessus. Et puis sinon, il y a aussi des fonctionnalités qu'on voit apparaître sur le tracking des adresses IP, qui est donc des visiteurs qui sont venus sur votre site, qui n'ont pas transformé. Donc en B2B, on peut les identifier, et donc on peut obtenir leurs coordonnées, leur nom, leur email, leur téléphone. On peut faire ça ? Ouais, on peut faire ça, c'est légal. On a le droit de le faire. Voilà, donc là on a vraiment une opportunité, c'est ce qui nous différencie du résidentiel. Et donc mettre ces outils en place et pouvoir après rappeler la société, dire voilà, il me semble que vous cherchez des bureaux. Voilà. Donc je pense qu'il y a pas mal d'outils qui restent à... Mon petit homme m'a dit que vous cherchez des bureaux. Exactement. D'accord. Voilà les outils autres auxquels je pense. Mais alors, on parle de big data, on parle d'Internet, mais c'est marrant parce que vous avez tous parlé quand même du contact humain. Celui-là, il faudra toujours qu'il soit là. Oui. Et on parle surtout de smart data, quoi, parce que toutes ces données, moi j'ai une vision un peu sur le sujet qui est controversée parce qu'à la fois c'est génial et en même temps ça prend beaucoup de temps à analyser. Et les limites du système, je trouve, c'est que souvent on laisse pas le temps non plus sur Internet à certaines tests, tentatives, parce que le résultat n'est pas là immédiatement et donc on va arrêter la campagne, etc. Alors que en termes de référencement, c'est des choses qui ne sont pas forcément immédiates si on active certains leviers, notamment du référencement naturel. Donc, en effet, le smart data reste à explorer et l'humain restera toujours là, le contact personnalisé, ces fameux brokers qu'on espère 2.0, mais qui resteront quand même bien physiques, qui ne vont pas être remplacés par des robots tout de suite. En tout cas, pas chez CBRE. Et puis parce que la recherche de bureau, c'est un sujet qui est un peu touchy dans l'entreprise, parce que du coup, qui dit recherche dit déménagement, dit pour les salariés forcément une problématique de déplacement. Donc le fait de vouloir un contact téléphonique et pas forcément par mail, c'est aussi pas trop se dévoiler, pas donner toutes ses coordonnées et donc au risque qu'on réexploite une donnée. Donc effectivement, c'est le contact téléphone, c'est aussi se dévoiler auprès de l'agence. Et puis, je pense qu'on est dans un monde où tout va très vite et on a besoin d'immédiateté, d'information. On sait que quand on va envoyer un mail, on ne va pas avoir la réponse tout de suite, alors que quand on appelle, si on a besoin d'une information sur une annonce, on peut être renseigné beaucoup plus vite. C'est marrant, donc à chaque fois on est sur ce côté, un temps court où il faut optimiser à mort pour être sûr que son annonce passe, et en même temps se laisser un petit peu de temps pour pouvoir tester et montrer qu'on peut faire des choses.
Ouais. Et je voulais rebondir sur le côté humain, parce que je pense qu'à l'avenir, on aurait intérêt à intégrer plus de critères sensibles sur ces moteurs de recherche, aujourd'hui, qui sont très factuels. Quelle surface vous recherchez, sur quelle localité. Bon, ça, forcément, c'est la porte d'entrée. Et après, moi, j'aime beaucoup le moteur de TripAdvisor. On vous demande, est-ce que vous cherchez un hôtel romantique, un hôtel familial, un hôtel où vous aurez le petit déjeuner offert, etc. Et je pense qu'on aurait intérêt à essayer de travailler justement sur nos annonces, ce côté un petit peu sensation, immeuble atypique, idéal cabinet d'avocat, vue exceptionnelle, etc. Donc en fait aujourd'hui c'est intégré dans le descriptif, mais c'est pas suffisamment mis en avant. Et je pense qu'on va évoluer justement vers ces critères sensibles et donc presque plus humaniser nos produits qui sont pourtant de la pierre. Monsieur Chaumiel, vous voulez... Clairement, j'abonde à 200% dans ce sens-là, et on y travaille même chez JLL là-dessus en ce moment. Peut-être la partie sociale également qui peut être important. Les recommandations même d'amis ont beaucoup plus de poids qu'une annonce qu'on consulte comme ça de but en blanc. Quelqu'un qui peut partager une expérience réussie sur son site internet en disant qu'il a été super bien accompagné, que le broker était disponible, etc. C'est un critère encore pour susciter la confiance, inspirer la confiance, pardon, et puis générer des demandes. Vous voulez rajouter ? Ouais, alors il y aura sûrement en effet peut-être cette notation des brokers. Moi, je crois aussi beaucoup à l'irréputation des immeubles. On commence à en entendre parler dans les métiers de la gestion immobilière. On parle de smart building. Et peut-être que demain, en fait, sur nos annonces Internet, on pourra avoir des commentaires des locataires déjà présents dans l'immeuble, avec des données en temps réel sur l'efficacité du chauffage, le bien-être au travail, enfin, ce genre de choses qui pourront être compilées par les immeubles eux-mêmes, et qui seront disponibles pour agrémenter l'annonce avec des données donc à forte valeur ajoutée pour un futur locataire, quoi. Et demain, Madame Blanchard ? Alors nous, on note pas encore, en tout cas, on ne permet pas encore aux internautes de noter nous non plus, mais leur avis des différents contacts auprès des conseils qu'ils ont eus, mais pourquoi pas ? Écoutez, peut-être un dernier mot sur ces meilleures annonces, meilleures pratiques. S'il y a une chose que vous voudriez dire qui rentre vraiment dans le crâne de tout le monde, dites-nous. Un dernier mot chacun, peut-être. Je pense que tous les trois autour de la table, on sait un peu vers quoi aller. Par contre, moi, ce que je constate, c'est vraiment un problème de mentalité qui reste en interne. Donc, je rêve du broker 2.0, mais on n'y est pas encore tout à fait. C'est à nous de leur donner les bonnes pratiques, de leur prouver justement par ce smart data que ça fonctionne et qu'il faut qu'ils changent. Donc, je pense qu'on va y arriver. Voilà ce qui me semble... Monsieur Chaumiel ? Diffuser un maximum de contenu, qu'il n'y ait pas de frein, que ce soit sur l'adresse, que ce soit sur le prix ou que ce soit sur n'importe quoi d'autre. Le plus vous en donnez à l'internaute, le plus vous allez pouvoir générer de demandes. Du contenu de qualité, parce que ça peut jouer contre vous. Si c'est un screenshot de Google Street View, clairement, ça va pas vous générer de lead et en plus, ça va nuire à l'image de votre annonce. Et puis le suivi derrière, la capitalisation sur la donnée, tout ce que le broker va pouvoir récupérer hors ligne aussi, tout ce qu'on capte pas sur un site internet, mais pour lequel on a besoin d'une interaction humaine est très importante, est à embaser et à conserver précieusement. Madame Blanchard. Oui, enfin, je pense que quand on a une stratégie web, il faut qu'elle soit globale, donc donner un maximum de chance à son annonce d'être vue, que ce soit sur les portails, sur les sites, enfin, sur tous les supports qui existent et possibles, c'est important. Effectivement, par rapport à Rent et aux nouvelles technologies, je pense que l'immobilier d'entreprise est rarement le premier secteur innovant dans l'immobilier, donc on est souvent un peu suiveur et par rapport à l'immobilier en général, donc je trouve que c'est assez intéressant de voir ces nouvelles technologies et innovations qui arrivent et qui se démocratisent aussi un peu sur le secteur résidentiel, notamment sur la partie visite virtuelle et modélisation, donc peut-être que dans 2, 3, 4, 5 ans, peut-être pas 10 ans, on aura effectivement ces outils-là qui vont arriver massivement sur l'immobilier d'entreprise. Je vous remercie. On l'aura compris, de nombreux outils permettent aujourd'hui d'avoir une action optimisée sur le web.
l'outil désormais indispensable pour les acteurs de l'immobilier d'entreprise, le web, ça on a compris, mais cette action doit être pensée au sein d'une stratégie globale. Et il faut aussi savoir innover, il faut savoir aussi se donner du temps. Et il faut surtout bien renseigner ces annonces, ça j'ai très très bien compris, et avec plein de visuels. Voilà, je vous remercie à tous de votre attention. Je vous demande de remercier nos intervenants. Merci beaucoup.